Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue dans ce Facebook Live de la Générale Sandy, générale des Amazones de la Révolution camerounaise. Bonsoir. Au menu ce soir, nous sommes au jour J-3. Jour J-3 de l'ultimatum lancé par notre président élu, le professeur Maurice Kamto, pour prendre acte de l'absence d'un commandant en chef dans le bateau Cameroun à un moment de guerre. Oui, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun a dépassé la barre des 190 cas officiellement, je répète, officiellement atteints de corona. Passant ainsi au deuxième rang en Afrique le plus contaminé. Le Cameroun devient aujourd'hui le deuxième pays le plus contaminé en Afrique. Le président en exercice n'est nulle part. N'a jamais adressé la nation, n'a jamais fait de sortie, n'a jamais rien fait. Nous sommes à 3 jours. Et nous faisons confiance au président élu pour prendre les mesures qui s'imposent. Mais pendant que le président élu est dans cette démarche, il y a des tractations qui sont en train de se faire au niveau de Yaoundé. Je vous ai parlé ici, il y a quelques jours, d'un balai intense entre Mbomeka et Etoudi. Des allers et retours qui se faisaient entre Mbomeka et Etoudi. Il y a des rumeurs qui sont sorties, qui ont dit que l'armée française avait envahi Yaoundé. Évidemment, ça reste des rumeurs parce que tant qu'on ne voit pas des photos ou des témoignages, je prends ces nouvelles avec des pincettes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le BIR a investi certains quartiers de Yaoundé. Alors, lorsqu'on met ensemble ces successions d'événements, on met ensemble l'arrivée brutale, incongrue, précipitée de M. Frambia au Cameroun, avec dans sa suite sa femme et ses enfants. Lorsqu'on met ensemble l'arrivée aussi catastrophique et chaotique de Brenda Biya, qui est obligée de couper ses séjours lunatiques pour retourner au Cameroun. Lorsqu'on met ensemble le balai incessant des dignitaires entre Mbomaka et Yaoundé, et on y associe le silence de mort de celui qui est censé diriger les destinées des Camerounais à un moment où la nation camerounaise, le peuple camerounais, n'a jamais été aussi menacé. On met 1 plus 1 plus 1 et on en arrive à des conclusions. On n'a pas besoin d'être sorcier pour se rendre à l'évidence. Monsieur Biya est très mal en point et est incapable de diriger ce pays en temps de crise. Nous avons eu les preuves de ce que un avion médicalisé a été affrété. Mais pour détourner l'attention des Camerounais, cet avion s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Douala. Parce que tout le monde était en état d'alerte et on s'attendait à ce que si cet avion se dépose à Yaoundé, le peuple saurait qu'il y a un problème et se soulèverait. Alors, pour dévier l'attention des Camerounais, cet avion s'est déposé à Douala et M. Biya a été transporté vers cet avion. Cet avion est ensuite allé à Pretoria. M. Biya
n'est pas en état physique, mental, de prendre la responsabilité qui est la sienne en ce moment où le peuple camerounais a besoin de leadership pour faire face à cette crise existentielle et sanitaire. Dans les arcanes du pouvoir, ceux qui sont proches du pouvoir, ils savent très bien que même si M. Biya survit à cet épisode, il ne pourra plus diriger. Alors, ils sont dans des tractations, dans des réunions, pour décider de qui sera le successeur. Parce que pour ces gens, le pouvoir leur appartient. Le pouvoir, c'est leur chose. Le Cameroun, c'est leur propriété. Ils en ont fait un bien familial, un bien tribal. Et ils ne sont pas prêts à lâcher. Alors, ils s'apprêtent encore, une fois de plus, à entuber le peuple camerounais. Sauf que cette fois-ci, le peuple est bel et bien éveillé. S'ils comptaient sur la crise de Corona pour pouvoir faire passer leurs mesures, en espérant que parce que le peuple ne peut pas sortir, ils nous imposeront leurs décisions, que ces messieurs et dames d'Etoudi, de Mbomeka, de Yaoundé, se détrompent. Aujourd'hui, nous leur demandons de se détromper. Parce que nous sommes au courant des tractations qui sont en train de se faire pour installer M. Franck Biya comme président de la République du Cameroun. Je vais vous expliquer. Alors, je vais juste un instant. Top. Fermer mon téléphone pour que... Voilà. Là, je ferme, comme ça, ça ne me dérange pas. Donc, Franck Biya, qui est-il? Qui est M. Franck Biya? Nous allons parler de lui. C'est un monsieur qui est resté bien à l'ombre, bien caché. Cela coulant douce sur le dos des Camerounais. Et qui aujourd'hui veut sortir de nulle part pour diriger ce pays. Mais nous allons leur dire que nous les tenons à l'œil. Nous sommes au courant de tout. Et nous n'allons pas laisser un autre tour de passe-passe se faire devant nous. Nous n'allons pas laisser ces gens tisser un autre coup et le mettre, le faire avaler aux Camerounais comme une pilule amère. Aujourd'hui, les Camerounais sont bel et bien avisés. Alors, la succession du pouvoir au Cameroun, vous le savez, le président élu en a parlé en 2018, en 2019. Monsieur Biya s'est toujours arrangé à créer une opposition qui lui était favorable. Monsieur Biya s'est toujours arrangé à fabriquer des opposants qui allaient faire semblant de s'opposer à lui afin de valider sa forfaiture. On a bien vu ce qui s'est passé avec M. John Fundi. On a bien vu. M. Biya les a toujours ramenés à sa cause, soit par l'argent, soit par les menaces, ou alors les deux. Fundi, qui à un moment représentait l'espoir des Camerounais pour une alternative dans ce pays, a été la plus grosse déception. Il s'est laissé acheter. Il s'est fait acheter.
Et il a continué pendant ces années à faire semblant d'être un opposant, alors qu'en fait, il était devenu l'ami de M. Biya. On sait très bien qu'aux obsèques de son épouse, ici en Europe, pour un opposant farouche, les obsèques ont été prises en charge par le gouvernement du Cameroun. Pourquoi est-ce que M. Mongo Betty, les obsèques de Mongo Betty n'ont jamais été prises en charge? Pourquoi est-ce que les obsèques de M. Mongo Betty n'ont jamais été prises en charge? Eh oui. M. Biya a passé 38 ans à perfectionner sa machine de conservation du pouvoir. Et dans ce plan de conservation, il y a bien sûr autour de lui des gens qui étaient prétendants ou qui sont prétendants à sa succession. Parce que le temps passant, on a vu l'homme lion vieillir, faiblir. Et des jeunes loups aux longues dents ont commencé à se lever autour de lui, à se positionner pour vouloir s'accaparer de ce pouvoir. Mais ce que ces gens ne savent pas, c'est que M. Biya, ou alors ce qu'ils ignoraient, c'est que M. Biya est le plus sournois de tous les hommes de cette terre. Il a eu M. Ahidjo à ce jeu en lui faisant croire qu'il était un monsieur inoffensif, naïf, innocent, avec ses airs de bel homme, incapable de tuer une mouche, soumis. Mais lorsque M. Ahidjo lui a passé le pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? La première chose qu'il a faite était très bien de se débarrasser et d'éliminer M. Ahidjo. Et se rassurer que sa dépouille ne rentre jamais au Cameroun et qu'il n'ait jamais droit à des obsèques nationales dues à son rang. Le cynisme de ça. Tous ces jeunes loups qui rôdaient ou qui rôdent autour du vieux lion pensaient pouvoir être bien vus, s'accorder les bonnes grâces du vieux lion. Mais que non. Le vieux lion a toujours utilisé les gens à ses fins. Entre-temps, il a préparé la succession par son fils, mais de façon très insidieuse et très sournoise. Pourquoi? Parce qu'il s'est arrangé à ce que son fils ne soit jamais au devant de la scène politique, bien qu'étant dans les arcanes du pouvoir, bien qu'étant dans le RDPC, il s'est arrangé à ce qu'il n'ait jamais un poste administratif. Il s'est arrangé à ce qu'il soit assez aimé des Camerounais. Avec ses airs de beau gosse, son air effacé, il a toujours été celui-là que les Camerounais appréciaient. Et ça, ce n'était pas pour rien. Parce que s'il était aux affaires, il aurait été aussi détesté que tous les autres ministres qui ont volé, pillé. Mais lui, il n'était pas aux affaires. Mais il pillait et volait en sourdine, caché. Tout le monde sait qu'il pille et qu'il vole le pays. Mais personne ne peut parler parce qu'il n'a pas de poste administratif. Et c'est ça que je dis. Cet homme est celui qui a le plus roulé les Camerounais dans la farine, y compris ses proches collaborateurs. Il les a tous roulés dans la farine. Il s'est tous servi d'eux. De Titi Tezoa à tous ses autres proches collaborateurs à qui il avait fait miroiter la succession. Mais alors qu'en fait, il n'a jamais eu l'intention de céder ce pouvoir à qui que ce soit. Alors, puisque aujourd'hui, M. Franck Biya est coopté comme celui-là, qui s'appropriera le Cameroun très bientôt, il est important que les Camerounais sachent de qui il s'agit en fait. Parce que, puisqu'il est resté toujours dans l'ombre, toujours discret, on n'entend pas beaucoup parler de lui, on ne sait pas qui il est. Il est temps que les Camerounais sachent qui est ce monsieur. Et lorsque je vais parler de M. Biya, on ne perd pas de vue qu'il y a l'autre clan, le clan Nanga,
aux longues dents, qui est aussi à l'affût du pouvoir, avec à sa tête Monsieur Ngongo alias Long John. Je vous en prie, les gars, enregistrez-moi ce direct, s'il vous plaît. Enregistrez, que ceux qui peuvent enregistrer ce direct, parce qu'ils vont le supprimer. Je vais parler, je vais dire des choses tout de suite, qui vont amener ces gens soit à signaler le direct, soit à le supprimer. S'il vous plaît, enregistrez-moi ce direct. Je ne peux pas le faire tout de suite. Ceux qui peuvent, ceux qui ont la capacité, la possibilité, enregistrer ce direct. Ça va taper sec. Ça va tchouquer dans le fémur. Ça va tchouquer. Alors, lorsque je joue la chanson de Messi Martin de tout à l'heure, Amoudje, Amoudje, ça veut dire Amboulou, pourquoi? Amoudje en vos jam, Amoudje dit donc, Amoudje mon nyawom, Amoudje, Ojomo ma bonje fowobo. En fait, Messi Martin, cette chanson lui a valu la prison. Dans cette chanson, il demande, pourquoi mon frère, pourquoi mon ami, ce que je fais, c'est ce que toi aussi tu fais. La femme que j'aime, c'est la même femme que tu aimes. La chose que je fais, c'est ce que toi aussi tu fais. Et cette chanson va prendre tout son sens dans ce live. Je vais vous expliquer ce qui se passe. Vous croyez être caché? Vous croyez pouvoir manipuler les Camerounais comme des bébés au lait à qui vous allez faire avaler n'importe quelle pilule et ils seront tranquilles? Cette fois-ci, nous disons non. Ce gré à gré que vous êtes en train de manigancer ne passera pas. Parce que même s'il faut que des Camerounais meurent pour que le pays soit enfin dirigé par ceux qui ont été choisis par le peuple, des gens mourront. On en a marre d'une dictature reptilienne. 40 ans dans notre billard, nous disons non. On en a eu plein la coupe, ras le bol d'un premier billard. Un autre billard, il faudra tuer tous les Camerounais pour que ça passe. Je vais vous expliquer quels sont les mécanismes probables qu'ils vont utiliser pour vouloir nous l'imposer. Parce qu'ils vont faire des tractations. Ils ne peuvent pas seulement le mettre comme ça. Ils vont faire des tractations. On sait déjà qu'ils sont en train de manigancer, de tripatouiller afin de faire passer cette autre forfaiture. Mais nous disons non. Nous allons dénoncer cela avec la plus grande énergie. Vous n'allez pas prendre tous les cancres de la terre et nous les imposer comme des dirigeants. Vous n'allez pas aller ramasser un autre cancre, venir déposer au sommet de l'État du Cameroun pour imposer encore aux Camerounais 40 ans de médiocrité. Nous disons non. Nous disons non. Alors, ça va taper dans le fémur. Hein. Je vais ouvrir la biographie de M. Franck Biya tout de suite. Alors, qui est Franck Biya? Écoutez bien ce que je vais vous dire et prenez note, enregistrez ce direct. Qui est Franck Biya? Franck Biya est officiellement, je dis bien officiellement, hein, officiellement le fils aîné de M. Paul Biya. Pourquoi est-ce que je dis officiellement? Parce que nous savons aujourd'hui que M. Biya a eu d'autres enfants hors mariage. Franck Biya, en fait, est né d'une relation entre M. Paul Biya et la sœur à son épouse, à sa défunte épouse, Jeanne-Irène Biya. Pourquoi? Parce que Jeanne-Irène Biya, qui était l'amour de jeunesse de M. Paul Biya, avec qui elle a grandi, ils se sont rencontrés à Paris, alors qu'ils étaient venus faire leurs études supérieures. Elle était sage-femme et lui, il était étudiant en Sciences Po. Ils se sont aimés, ils se sont mariés. Il est devenu fonctionnaire. Ils sont rentrés au Cameroun. Au fil des années, le couple n'a pas d'enfant. Le couple n'a pas d'enfant.
Alors, il est établi suite à plusieurs tests et examens que feu Madame Jeanne-Irène Biya n'est pas féconde. Alors, au lieu que ce soit une fatalité, cette maman a pris sa sœur et elle a donné à son époux. Et ensemble, ils ont eu Franck Biya. Donc, Franck Biya, de naissance, est le fils de la sœur de la feu Jeanne-Irène Biya. Maman Jeanne-Irène l'a élevé comme son fils biologique. Elle a vraiment aimé ce garçon. Elle l'a protégé, elle l'a couvert de tout son amour. Et Paul Biya lui-même, en tant que papa, n'avait que ce garçon pendant très longtemps. Et il a vraiment beaucoup aimé. Si vous écoutez souvent certaines de mes vidéos en boulot, je m'adresse souvent à lui pour lui dire, ton père t'a beaucoup aimé, alors pourquoi est-ce que tu acceptes qu'on humilie ton papa? Je lui parle souvent et je sais qu'il suit. Je sais qu'ils sont connectés. Alors, Franck Biya grandit donc et devient un jeune homme, évidemment fils de chef d'État, comme tous les enfants des chefs d'État africains. Il explore le monde, il s'en va à l'étranger, il voyage comme les enfants des chefs d'État. Sauf que Franck Biya va aux États-Unis et est arrêté dans une affaire de narcotiques. Parce qu'en fait, le problème avec les enfants, ces enfants des personnes très riches, c'est qu'ils sont oisifs. Ils n'ont personne ils n'ont aucune direction. Ils n'ont personne pour les guider dans la vie. Et lorsqu'ils explorent le monde, ils vont expérimenter beaucoup de choses. Donc, voilà, il se retrouve dans une histoire de narcotiques, de drogue. Et il est jeté en prison. Sauf qu'à l'époque, et ça, il y a très longtemps, on n'avait pas encore les passeports biométriques, on n'avait pas encore toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Pour éviter la honte, le professeur Gervais Mendozé, qui était très proche de la famille et dont le fils était ami avec Franck, accepte de sacrifier son fils qui va faire la prison à la place de Franck Biya. Raison pour laquelle, pour exprimer sa reconnaissance, lorsque en 1985, le Cameroun a sa première chaîne de télévision, le professeur Gervais Mendozé est porté directeur général. Directeur général de la CRTV, il le restera pendant des décennies. Au point où il pensait que la CRTV, c'était sa propriété, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, ce que ces gens n'avaient pas compris, c'était que M. Biya est un homme cynique. Pendant qu'il pensait que toutes les années de vie sacrifiées par son fils lui seraient récompensées avec un don de la CRTV à vie, lorsque le pouvoir de M. Biya a été menacé, comme chaque fois qu'il est menacé, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête des proches, il les jette en prison. C'est ainsi que M. Mendozé se retrouve en prison pour détournement de biens publics. Il faut aussi avouer qu'à l'époque, avant son arrestation, son nom défrayait aussi la chronique dans les histoires de mœurs, où des jeunes filles venaient raconter des histoires selon lesquelles Mendozé les amenait dans les hôtels et se transformait en serpent. Cette histoire défrayait la chronique. Tous ceux qui étaient au Cameroun à un certain moment connaissaient cette histoire.
Donc, c'était un bon débarras pour eux de le jeter en prison. Et il y est encore. Sauf que, aux dernières nouvelles, il serait plutôt couché à l'hôpital, en train de se la couler douce. Donc, voilà donc comment Franck Biya est libéré des États-Unis et revient au Cameroun. Il se lance donc au Cameroun dans l'exploitation du bois. Les premières compagnies à décimer le bois au Cameroun, Franck Biya. Tout le monde le sait. 3 décennies de décimage du bois de la forêt camerounaise. Sans aucun retour de taxes, sans aucune participation à l'économie locale, c'est-à-dire les zones où ce bois est exploité sont les plus pauvres du Cameroun, les plus enclavées. Quand ces grumiers passent dans ces routes, ils s'en foutent, il n'y a pas de goudron. Du moment que son bois peut sortir, les populations locales peuvent mourir, ils s'en foutent. Mon feu père était un homme assez opiniâtre. Nous vivons à Douala. Je vous ai dit, j'ai grandi à Douala. J'ai vécu toute ma vie à Douala. Un jour, mon feu père sort. Nous sommes dans les années 89, juste avant la venue du SDF. 89-90. Mon feu père sort et il s'en va à Village. Ceux qui connaissent Douala savent que l'entrée de la ville de Douala à Village. Il s'assoit au bord de la route et il dit, je vais compter le nombre de grumiers qui sortent du Cameroun tous les jours. Vous savez, quand vous arrivez au port de Douala, vous allez trouver les billes de bois à perte de vue, prêtes à être exportées. À perte de vue. Alors mon père s'est assis au bord de la route, opiniâtre qu'il était. Un vrai taliban. S'il était vivant, il serait l'ami de Papa Nzonga. Un taliban des talibans. Il a compté en une nuit, je dis bien à Village, en une nuit, il a compté 120 grumiers qui sont sortis avec, et chaque grumier a sur lui au moins 3 billes de bois. Au moins 3, chaque grumier. Ceux qui ont grandi au Cameroun connaissent comment les grumiers portent le bois. Quand mon papa est revenu le matin, il a dit, le Cameroun est mort. Et nous sommes en 1989. 30 ans plus tard, où en est-on? Pareil. Ces gens ont spolié les richesses du Cameroun. Je dis bien spolier les richesses du Cameroun. Ça, ce n'est que le bois. Lorsqu'on sait que M. Franck Biya est actionnaire dans presque toutes les sociétés parapubliques au Cameroun. Lorsqu'on sait qu'il est mêlé à l'exploitation de la téléphonie mobile. Lorsqu'on sait qu'il est mêlé à l'exploitation minière au Cameroun, vous imaginez à quel point cet homme qui n'a jamais été élu par le peuple camerounais, qui n'a jamais rendu compte au peuple camerounais, qui est tapis dans l'ombre et se gave des richesses du pays, sans aucun retour aux populations locales, faisant fi du bien-être des Camerounais. Si quelqu'un sait un seul investissement que M. Franck Biya a déjà fait pour le bonheur des Camerounais, qui me le cite ici, je vous en prie. Nul n'a le monopole du savoir, hein. Moi je ne sais pas. Dites-moi un peu un bienfait que M. Franck Biya a déjà fait aux populations du Cameroun. Vous avez déjà entendu qu'il a fait don de quoi? Don de route, d'eau, d'électricité, de quoi? Mais pourtant, il vit aux frais du contribuable camerounais et il a toujours fait toute sa vie.
Je dis bien toute sa vie, il a toujours vécu aux frais du contribuable camerounais. Je vais vous parler, avant d'entrer dans les affaires de famille, parce que ça, il y en a comme ça. Comme ça. Avant de parler de ça, je vais vous parler de sa vie publique. Je vais vous parler un peu de sa vie publique. Voilà. Donc, Franck Biya possède un appartement à l'avenue Foch à Paris. L'une des rues les plus chères de toute la France. Où son épouse loge et qu'il a payé avec l'argent du contribuable. Franck Biya possède des propriétés en Suisse, en Allemagne, en France et bien sûr, en France, vous savez très bien qu'il vit à Monaco. Et ses propriétés à Paris et à Monaco sont gardées par des militaires camerounais. Voilà un homme qui n'occupe aucune fonction publique dans l'État du Cameroun, mais qui est gardé en France, à Paris, dans l'une des quartiers les plus riches de toute la France, l'avenue Foch, et à Monaco, en Côte d'Azur, par des militaires camerounais. Lorsque son père fête ses 70 ans, Franck Biya lui offre une Bentley. Monsieur Franck Biya, vous avez travaillé où pour acheter une Bentley à un vieillard de 70 ans? L'argent des Camerounais. L'argent du contribuable. Entre-temps, dans votre sud natal, vous n'avez rien donné aux populations. Parce qu'il est très bien de dire que Biya fait ci, Biya fait ça. Mais toi-même, Franck, toi-même, est-ce que tu peux nous citer ici ce que tu as déjà offert aux populations? Je dis même seulement de Meyomé Sala, de votre arrondissement. Je ne parle même pas du sud en général. Je dis Meyomé Sala. Non. Voilà donc le genre de vie qu'un fils de chef d'État qui se la coule douce, qui n'a jamais travaillé de sa vie, qui a toujours vécu aux frais du contribuable camerounais, une vie de luxe, une vie de pacha, qui ne s'est jamais soucié des populations camerounaises, aujourd'hui se lève et dit qu'il veut être chef de l'État. Camerounais, celui-là sera pire encore que son père. Parce que son père au moins était fils de catéchiste. Son père a connu la pauvreté. Mais Franck Biya n'a jamais connu la pauvreté. Il s'en fout pas mal des Camerounais. Il ne vous gère pas. Il ne vous gère pas. Et quand je vais maintenant rentrer dans les détails privés, vous allez comprendre que nous sommes, si vous laissez ça passer, nous sommes dans une merde pas possible. Si vous laissez cette histoire passer, on est parti pour 40 ans encore. Il est temps que vous vous réveilliez et que vous vous insurgiez, que vous vous leviez comme un seul homme, que vous restiez vigilant. Je dis, si cet homme prend le pouvoir, virgule, il sera pire que son père.
Parce qu'avec ses airs de beau gosse, derrière ses airs de beau gosse, très gentil, se cache un démon froid. Un monstre froid. Derrière ses airs de beau gosse, et il est très mignon, hein, il est très beau, ça il faut le dire. J'ai même un petit faible pour lui. Derrière ses airs de beau gosse, se cache un monstre froid. Un homme qui n'a jamais connu de misère, de pauvreté, ne peut pas se soucier du bas peuple. Il ne l'a jamais fait, il ne le fera jamais. Il va perpétrer le vol, le pillage, l'abus des Camerounais. Et le Cameroun va plonger encore plus dans la misère. Pour ça, et rien que pour ça, je dis jamais. Ce gré à gré ne passera jamais devant moi. Même s'il faut que je laisse ma vie. Ce gré à gré ne passera jamais. Et avant de mourir, je vais me rassurer que beaucoup de Camerounais s'insurgent et sortent pour s'indigner contre cette nouvelle forfaiture que vous préparez. Une famille qui s'assoit sur un pays, vous vous appropriez un pays avec toutes ses ressources. Vous venez vous asseoir, le père a pris, il s'est assis, il est mort ou il est mourant. Maintenant, on arrange le fils, on colmate les brèches pour le déposer là, pour perpétrer le vol, l'abus des Camerounais. Vous allez nous entendre. Ça ne va pas se passer ainsi. Ça ne se passera pas ainsi. Parce que les enfants des pauvres que nous sommes se lèveront et diront non. Nous ne sommes pas destinés à mourir dans la misère, à vivre dans la misère. Nous, nos enfants, nos petits-enfants, nous disons non. Maintenant, je vais vous parler de leur vie privée. Et là, ce n'est pas seulement franc. Dans ce que je vais relater, il y aura Madame Chantal Biya. C'est le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes. Monsieur Paul Biya, Madame Chantal et leur fils Franc. Le triangle. La triangulation de ça. Alors, tout le monde est au courant des habitudes de Monsieur Biya. Peut-être parce qu'il est vieux aujourd'hui, on a oublié. Mais tout le monde sait que Monsieur Biya était un coureur invétéré de jupons. Tout le monde le sait. Et il a toujours tenu ses collaborateurs comme ça. Tout le monde sait ce qui s'est passé avec la femme du sultan Bamoun. Il lui est d'ailleurs attribué certains enfants à la chefferie Bamoun. Certains disent que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle les Bamoun ne se sont jamais levés contre le pouvoir. Et qu'ils ont toujours eu beaucoup d'avantages. Tout le monde sait ce qui s'est passé entre M. Paul Biya et la femme de Jean-Baptiste Bokam. D'ailleurs, on lui attribue les enfants de Bokam seraient les siens. Tout le monde connaît cette histoire. C'est pas moi qui je ne l'invente pas, je n'invente rien. Tout le monde sait que quand M. Biya allait en Vomeka, d'ailleurs ça je l'ai vécu comme jeune fille, jeune femme, à chacun de ses voyages en Vomeka, toutes les femmes de mauvaise vie, toutes les bordels, toutes les femmes légères de la région qui partaient à Yaoundé chercher la vie, dès qu'elles apprenaient qu'il allait rendre visite en Vomeka, elles repliaient, chacune repliait à Sangmelima. Parce qu'il organisait des soirées, des orgies, où il invitait des groupes de danse, de musique, et les femmes venaient se trémousser devant lui, et il pouvait choisir une ou deux. Alors chacune espérait être celle-là qui taperait à l'œil du tyran. Tout le monde connaît ces anecdotes, tout le monde connaît ces histoires. On sait très bien que quand M. Biya posait ses yeux sur une femme, elle était incapable de lui dire non parce qu'il utilisait tous les moyens. C'est un homme à femme. Ça, on le lui donne. Il était, dans sa jeunesse, c'était un très bel homme. Très, très bel homme.
Sauf que lorsqu'on élève des enfants et qu'on a certains comportements, ces enfants copient ces comportements. Ces enfants copient ces comportements. Voilà donc un enfant qui est né d'une relation entre la nièce de sa maman et son père, qui voit son père, en grandissant, avoir des relations avec les femmes de ses collaborateurs, les femmes de ses frères. Il grandit en se disant, c'est normal, c'est ça la norme. Et comme lui aussi il est beau gosse, ça je l'ai dit, Frambilla, il est très beau gosse, il commence à copier le même comportement. Donc, je vais vous relater certains faits. Alors, comment est-ce que madame, celle qui est aujourd'hui la première dame, entre dans la famille présidentielle? Écoutez bien, enregistrez le direct. Mettez les cœurs parce qu'ils vont signaler. Et ils vont effacer ce direct. Enregistrez-moi ce direct. Enregistrez le direct. Enregistrez ce direct. Donc, cette femme entre dans la famille présidentielle parce que tout le monde sait le passé qu'elle a. Tout le monde sait ce qu'elle faisait quand elle était à Yaoundé, à Mini-Ferme, je crois, si je ne me trompe pas. Parce que d'ailleurs, certains de ses collègues sont venus parler dans la toile ici. Alors, cette femme était une femme que Frambilla fréquentait, mettons-le ainsi. Une femme qu'il fréquentait. Il fréquentait cette femme. Et à l'époque, pendant qu'ils se fréquentaient, elle marchait avec la fille de Ajal Massad. C'est ainsi qu'elle rencontre Frambilla et ils se mettent ensemble, ils font ce que les hommes et les femmes font. Donc, elle commence avec le fils. Elle est avec le fils. Et en même temps, pendant qu'elle est avec le fils, comme c'est une femme qui, ancienne ninja des boîtes de nuit, elle a son, comme une femme Betty l'avait dit ici l'autre jour, son ndomba. Le ndomba, c'est le gibier. Donc, elle a son gibier, son ndomba, qui est Olangena Awono. Urbain Olangena Awono. Qui était à l'époque directeur de l'Office national qui était à l'époque directeur de l'ONCPB et qui est devenu ministre après. Donc, elle a son ndomba, le financeur, et elle a l'autre petit jeune sur qui elle est tombée. Donc, elle a grimpé d'un pas. Quand elle grimpe d'un pas, elle tombe sur le fils du père. Elle largue le DG. Elle largue le DG. Donc, alors que le pater s'en va encore en Vomeka organiser ses fêtes qu'il organise souvent, le fils s'en va parce que ça, c'était connu dans la région. Lorsqu'il allait en Vomeka, c'était vraiment c'était la fête. Il s'en va là-bas avec sa belle de nuit. Et bien sûr, il était ami avec Bonivan. Ils sont frères et ils sont amis. Amis avec Bonivan. Parce qu'ils ont le même âge, presque le même âge. Donc, ils faisaient tout ensemble, ils marchaient ensemble et tout. Il s'en va avec Bonivan. Bonivan a une copine. Et lui, Franc, est avec Mamie Touf Touf, qui est sa belle de nuit. Il est avec Mamie Touf Touf, qui est sa belle de nuit. À l'époque, Franc, garçon flambeur, il roulait avec une BMW décapotable.
Donc, c'était vraiment un garçon flash. Donc, arrivé en Vomeka, il s'installe pour la soirée et tout. Il s'installe. Et maintenant, pendant que la fête commence, le vieux voit une jeune femme métisse se trémousser sur la piste. Et il demande à Belinga Ibutuke, mais la petite qui est en train de danser là, c'est qui? Voilà, on lui explique. Le père dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, le père donc s'arrange pendant son séjour à envoyer le fils en Suisse pour récupérer des montres qu'il avait commandées. Tout le monde sait qu'il est friand des montres suisses et des beaux costumes. Tout le monde le sait. Ok. What do you want? Don't come on the video. What do you want? Ok, go. Donc, pendant que... Close the door, please, darling. Okay. Pendant que le fils s'en va en Suisse chercher les montres par son père commandé, le père récupère la fille. Le père récupère la dame et ils se mettent en relation. Nous sommes en 1996. Hein. Il récupère. Et donc, quand le fils veut déjà rentrer, il lui dit non, il y a aussi les costumes que j'avais commandés là que tu dois récupérer. Vraiment, il n'est pas temps de rentrer. Il envoie encore son fils à une autre mission pour aller récupérer les costumes en Italie. Et donc, pendant qu'il est en train de récupérer les costumes, le père célèbre le mariage avec sa belle. Voilà le mariage qui est célébré, non? Pendant que le gars est encore en train de faire les courses que son père lui a donné, le père est en train d'épouser Sanga. Le père est en train d'épouser Sanga. Et donc, Franck rentre au Cameroun constater la situation. Il rentre au Cameroun constater la situation. Et pour éviter l'affront, juste après le mariage, le vieux donne de l'argent à sa nouvelle épouse et l'envoie à Paris refaire sa garde-robe. C'est ainsi qu'elle arrive à Paris et elle, comme elle n'était jamais sortie du Cameroun, à l'époque elle était encore villageoise, elle arrive à Paris, il lui fallait donc quelqu'un qui allait l'accompagner faire ses courses. C'est ainsi que elle s'approprie les soins du trésorier de l'ambassade de France qui est toujours en service jusqu'à présent, M. Ketchanke, qui lui fait découvrir le high life, la belle vie de Paris, les magasins chics où elle pouvait s'acheter des articles de luxe, qui l'aide à faire son shopping. Et ce monsieur Ketchanke est encore en service jusqu'aujourd'hui à la même ambassade, à la trésorerie. C'est lui qui gère l'argent. Parce que je vous ai dit, l'ambassade de Paris est la plus grande ambassade de la République du Cameroun à l'étranger. Donc, et c'est vraiment dommage que les gars qui étaient allés entrer, qui avaient pris cette ambassade, n'avaient pas pensé à récupérer les disques durs. Parce que ces disques durs nous auraient parlé. Ces disques, et c'est pour ça que jusqu'aujourd'hui, je crois même que les gars qui étaient entrés là-bas, c'était des sardinards. Parce que quand on sait que c'est Kikinet qui était là-bas dedans. Et ce soir, j'étais au téléphone. Il a son petit frère qui est ingénieur. J'avais appelé en informatique pour dire que les gars récupéraient les disques durs. Récupéraient les disques durs. Personne n'a jamais récupéré ces disques durs. Mais de toute façon, ce qui est fait est fait. Donc voilà, c'est à partir de là que commence la longue amitié entre M. Ketchanke et Madame la première dame, au point où quand sa fille arrive en France, c'est lui, elle reste chez lui et tout ça. Bref, regardez dans le triangle. Madame, elle commence avec le fils et elle termine avec le père. En fait, cette femme
sous la houlette de sa défunte maman, avait un plan de vie bien tracé. Elle a commencé à grimper les échelons. Elle savait qu'avec le fils, elle va arriver au père. Parce que le fils n'était pas sa destination finale. Sa destination finale, c'était le père. Et elle est arrivée à sa destination. Elle est arrivée à sa destination. Et dès qu'elle est arrivée à sa destination, elle a mis en place un plan machiavélique pour s'approprier du pouvoir. Elle savait que le temps joue en sa faveur, que son mari est d'au moins 40 ans son aîné et que son horloge biologique aura raison de lui. C'est à partir de là que commence l'animosité entre M. Franc-Biya et sa belle-mère. Parce que ils ont déjà partagé une histoire en commun dont ils se connaissent. Il sait qui elle est. Il sait de quoi elle est capable. Et elle sait qu'elle a pris le dessus sur lui parce qu'elle s'est approprié le père. Elle s'est approprié le père. L'animosité s'installe. Le plan machiavélique de cette dame pour s'accaparer du pouvoir fera l'objet d'un autre chapitre parce que ça, c'est tout un développement. Cependant, j'attire votre attention sur cela. Pourquoi? Parce que regardez bien à quel moment les mœurs, la moralité commence à dégringoler au Cameroun. Lorsqu'on a à la tête de notre État des gens qui se mélangent les femmes et les hommes. Lorsqu'on a à la tête de notre État des gens qui se couchent entre eux comme s'ils étaient des chiens. Quelle morale vont-ils maintenir au Cameroun? Quelle morale? La moralité a foutu le camp au Cameroun. Les Camerounais sont devenus comme des animaux. Au Cameroun, on entend des histoires qu'on n'entendait jamais à l'époque. Des histoires des hommes qui attrapent des gamines, des toutes petites gamines de 9 ans, 8 ans, 7 ans. On entend des histoires des hommes qui vont avec les femmes de leurs frères. On entend des histoires, c'est devenu n'importe quoi. Parce qu'au sommet déjà, l'immoralité s'est installée. L'immoralité s'est installée. Et voilà donc l'image qu'on renvoie aux Camerounais. On leur dit c'est bien, c'est normal d'être avec un homme et de récupérer son père. C'est très normal. On leur montre que c'est normal d'être un dirigeant et d'aller avec les femmes de ses collaborateurs. Quel exemple pour les Camerounais. À l'époque, quand on allait à l'école, on avait des cours au primaire, même au secondaire. On avait l'éducation civique. Je pense que ça a complètement disparu du programme scolaire. Éducation civique où on nous apprenait à aimer et à servir notre pays. On avait la morale. Mais aujourd'hui, ça a foutu le camp. Les enfants vont à l'école avec les couteaux. Les enfants sortent avec leur maître et leur maîtresse. Les enseignants sortent avec leurs élèves. Tout ça parce qu'au sommet, dès le sommet, depuis le sommet, l'immoralité s'est installée. À cela s'ajoutent alors les pratiques mystico pratiquées par ces gens qui vont de l'homosexualité au crime rituel. Lorsque au Cameroun, ça devient la norme que pour avoir un travail, il faut qu'un garçon, un jeune garçon diplômé d'une université aille se livrer à un directeur. C'est devenu normal. C'est ça qui est devenu normal. Parce que ces gens ont instauré l'immoralité au Cameroun. Je reviens donc maintenant à M. Franc-Biya. Ayant partagé la même femme avec son père, il décide maintenant de partager la même femme avec son frère, Bonivan.
Alors que c'est son ami, Bonivan était devenu un homme puissant au Cameroun. Un homme qu'on connaissait seulement de nom parce qu'il est le neveu de la première dame. Il est devenu un homme puissant parce qu'il marche avec Franck Biya. Il est devenu puissant et ils marchent ensemble. Pendant qu'il marche avec son frère, il commence à avoir des relations sexuelles avec la femme de son frère. Il commence à avoir des relations avec la femme de son frère. Lui-même divorce déjà. Il divorce. Et maintenant, il est libre. Il commence à entretenir une relation très soutenue avec la femme de son frère pendant qu'elle est encore mariée. Ils se mettent en relation. La relation est tellement forte que au final, Bonivan n'a pas le choix mais de répudier son épouse. Dès qu'il répudie son épouse, Franck Biya la récupère et il l'épouse. Et c'est elle qui est son épouse actuelle. Ils se sont mariés en 2009 aux îles Seychelles, aux îles des Seychelles. Donc voilà un homme qui a partagé la même femme avec son père et partage maintenant la même femme avec son frère. Et c'est ça qu'on veut porter à la tête de l'État. Pour dire aux Camerounais que désormais, votre chef de l'État a fait le tapé d'eau à son frère parce que son père lui avait fait le tapé d'eau. Donc maintenant, ce sera la République du tapé d'eau. Quelqu'un te fait gnac, tu tapes d'eau à son frère. Et il y a quoi? C'est ça au Cameroun qui sera la normale. Ce sera que chacun va maintenant calculer la femme de son frère. Les frères vont s'entretuer entre eux. Les frères vont s'entretuer. Parce que quelqu'un sera là avec sa femme, son frère sera en train de calculer parce que le président a fait ça. Et c'est normal. Voilà donc cette femme qui sera première dame de votre pays. Une femme qui était l'épouse d'un homme et a commencé à entretenir des relations avec le frère de cet homme. Et c'est elle qui sera votre première dame. Voilà un couple que vous allez porter à la tête de votre pays. Un homme qui utilise des narcotiques et qui est épileptique, parce qu'il est épileptique, hein. C'est vrai que c'est pas une tare. Tout le monde a des conditions médicales. Voilà donc quelqu'un que vous allez porter à la tête de votre État. Avec tout ce bagage, ce passé-là, quand il va aller s'asseoir avec les autres chefs d'État, on va parler de quoi? On va dire, oh ben écoutez, hein, l'ancien président du Cameroun, le nouveau président du Cameroun, vous savez, c'est lui qui avait fait la prison. Ah ben écoute, hein, c'est lui, vous savez, sa copine, elle a fini par épouser son père. Bah écoutez, vous savez que les Blancs aiment le Congo, ça. Quand il va aller se retrouver dans les sommets des Blancs là, voilà ce qu'on va dire. Eh ben sa femme, hein, si vous voulez, vous pouvez essayer, hein, parce que elle était la femme de son frère, et puis maintenant elle est sa femme. Voilà la première dame. Voilà la première dame qu'on va vous donner. Voilà le président qu'on va vous donner. Voilà ça. Quand vous allez regarder les airs innocents, vous allez dire, yeah! Mais derrière ça, regardez ce qu'on vous donne. Ajoutez à ça le pillage éhonté, sans vergogne, des ressources du pays. Le vol. Le vol. Ces gens-là ont volé le pays. Ici, en Côte d'Azur, Franck Biya vit avec toutes les stars les plus grandes du monde. Alors qu'il n'a jamais travaillé de sa vie. Dans la rue où Lewis Hamilton, quadruple champion du monde de Formule 1, vit, c'est là-bas. C'est là-bas que le fils d'un président d'un pays pauvre, très endetté, vit. Pays pauvre, très endetté. Ou un pays où le corona est en train de décimer, ils n'ont aucun budget, ils demandent aux pauvres populations de cotiser. Ils demandent aux populations de cotiser pour faire face au corona. Pendant ce temps, lui, il vit dans la rue où les Lewis Hamilton, quadruple champion du monde de Formule 1, quadruple champion du monde de Formule 1, un fils de pauvre qui s'est battu pour être riche, il a le droit d'acheter tout ce qu'il veut parce qu'il a travaillé pour ça. Voilà un mec qui n'a jamais rien fait de sa vie. Et donc, il va quitter de là, aller maintenant diriger le peuple. Et vous allez accepter.
Vous allez accepter. Vous allez rester sans rien dire. On va... Voici la manœuvre que le RDPC est en train de faire. Je vais vous expliquer le mécanisme. Parce qu'ils sont dans les tractations en ce moment, à l'heure où on parle. Ils sont dans les tractations pour l'imposer au pouvoir. Parce que ces gens-là ne se voient pas vivre hors du pouvoir. Ils ont tellement volé, pillé. Ils se sont tellement habitués à la vie des riches. De commandants qui ne peuvent pas un jour s'imaginer être hors des affaires. Alors ils sont prêts à tout pour conserver ce pouvoir. Voici comment ils vont faire pour garder ce pouvoir. I'm thirsty. Is there no drink? Oh là là. J'ai mal au cou, hein. Vous allez m'excuser. Vous me voyez, j'ai le torticolis parce que j'ai fait 3 jours d'affilée au travail et là, ça commence à peser. Je vous explique le mécanisme que le RDPC est en train de mettre en place pour installer un voyou au pouvoir. Un voyou lié à des affaires de toxicomanie. Un voyou lié à des affaires de mœurs. Un voyou qui prend les femmes de ses frères et sort les mêmes femmes avec son père. Voici ce qu'ils sont en train de faire. On sait tous que la course à la succession de Biya était ouverte depuis et qu'il y avait 2 clans. Le clan Nanga, dirigé bien sûr par son épouse, qui comprend tout ce que vous connaissez de Nanga Boko, les Ngongo, les Baboke et autres, qu'elle a commencé à ramener pour les positionner. On sait aussi qu'il y a le clan des Boulou, mené par Famandongo, avec les Motazeux et tout le reste des dignitaires Boulou qui étaient là. La guerre est sans merci entre ces 2 clans. Lorsque le vieux est devenu faible, les Nanga son épouse s'est accaparée du pouvoir et elle a commencé à positionner ses pions et au passage à enfermer tous les Boulous qui lui faisaient ombrage. Donc, voilà ces 2 entités qui sont à couteau tiré pour la chasse au pouvoir. Maintenant, il s'avère que dans leur guerre et leur chasse du pouvoir, un élément perturbateur s'introduit qu'ils n'avaient pas prévu. Cet élément perturbateur, c'est le président élu. Ces gens n'avaient pas prévu que quelqu'un sortirait de quelque part et viendrait perturber la guerre pour la succession. Donc, ils ont ce problème-là. Leur ennemi commun, c'est le président élu. Ils vont s'associer pour nuire et écarter le président élu. Mais alors, s'ils réussissent à le faire, chose que je doute, parce que nous sommes là et nous allons veiller au grain. Nous allons veiller au grain. Nous sommes le caillou dans votre chaussure. C'est nous qui allons gâter votre plan de succession là. Les Nanga et les Boulous vont se donner à une guerre sans merci. Je dis bien sans merci. Jusqu'aux armes même s'il le faut. Jusqu'aux armes. La figure la plus conciliante dans cette histoire donc, c'est Franc Biya. Parce que Franc Biya est vu comme quelqu'un qui est neutre, est vu comme quelqu'un qui est aimé des 2 côtés. Et donc, il est celui-là qui peut être le milieu juste pour éviter cette guerre du sang.
Contrairement à certaines têtes du clan Boulou qui étaient vraiment honnêtement détestées. Je dis bien détestées. Et ceux du clan Nanga, tels que Ngongo, qui est encore pire parce que lui, avec tous les crimes qu'il a commis, tous les meurtres qu'ils ont commis, la guerre du Nosso, c'est sur eux. Les tueries à l'extrême nord, c'est sur eux. Alors, ils ont ces deux entités-là qui ne peuvent pas vraiment concilier. Dans le juste milieu, c'est Frambia. Sauf que Frambia n'a jamais occupé de poste administratif. Alors, il faut fabriquer. Il faut manigancer, tripatouiller pour lui donner une certaine crédibilité administrative et publique. Et c'est ça qui est en train de se faire en ce moment. C'est ça qui est en train de se faire en ce moment. Parce que, constitutionnellement, si le président de la République en fonction est empêché, c'est le président du Sénat qui est son successeur constitutionnel. Et celui-ci a de 20 à 120 jours pour organiser des élections. Or, le président du Sénat, c'est qui? Nyat Difendi. Nous l'avons tous vu. C'est pour ça qu'ils se sont précipités à le remettre. Parce qu'on sait que lui, il va jouer le jeu. C'est un pion. On l'a tous vu. Un monsieur qui est incapable de mettre un pied devant l'autre. Si celui-ci aussi est empêché, le deuxième maintenant dans la liste, c'est qui? C'est le président de l'Assemblée nationale. Un autre vieux croulant qui est entre la vie et la mort de Corona. Et donc, il faut très rapidement fabriquer quelqu'un qu'on va mettre. Le RDPC, auquel Frambia milite, va donc le coopter pour être président ou alors occuper notre fonction dans le parti et va le présenter comme candidat. Avec le même appareil électoral, c'est-à-dire ELECAM, le Conseil constitutionnel, les mêmes opposants fabriqués, c'est-à-dire Kouagne et Espoir Matomba, on est parti pour un autre cirque électoral. Et c'est donc ces tractations qui sont en train de se faire. Ce sont ces tractations qui sont en train de se faire. Et l'idée même qu'on a jeté le nom de Frambia, c'est pour que les Camerounais commencent déjà à s'habituer dans leur subconscient qu'il pourrait être leur chef d'État. On appelle ça une technique de communication par anticipation. C'est-à-dire, on vous donne une information et on observe. S'il n'y a pas de réaction violente, on se dit, ok, la pilule est passée, on peut maintenant passer à l'étape suivante. Et c'est ça qui est en train de se faire. C'est ça qui est en train de se faire. Ça veut dire les Camerounais, son nom commence déjà à apparaître de plus en plus. Son nom commence à apparaître. Les gens commencent à s'habituer à l'idée qu'on l'appelle qu'il soit président. De manière à ce que quand finalement ils vont tout mettre en place pour qu'il soit président, les Camerounais applaudissent et qu'ils disent que ouais, on a un nouveau président. Sauf que ils le font sur la base que les Camerounais ne connaissent pas qui est ce monsieur. Et il est important qu'on dise haut et fort à tout le monde que cet homme qu'on va porter, qu'ils veulent porter à la tête de l'État, est quelqu'un qui traîne un passé de narcotrafiquant, qui est interdit de séjour aux États-Unis. Un homme qui a couché la même femme que son frère. Un homme qui a couché la même femme que son père. Un homme qui a épousé la femme de son frère. C'est cet homme-là qu'on veut. Un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie. Un homme qui n'a jamais rien fait de ses mains. Voilà celui-là qu'on veut porter à la tête de l'État du Cameroun. Il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que cette biographie soit partout. Que les Camerounais ne se fient plus à ces airs de beaux gosses.
mais qu'on sache effectivement qui il est. Un homme qui a tué au même titre que son père. Tous ceux qui ont essayé de lui faire ombrage dans le commerce du bois, dans l'usine, dans l'exploitation du bois, il les a tués. Tous ceux qui ont essayé de faire ombrage à cet homme dans l'exploitation du bois au Cameroun ont été tués. Les Camerounais doivent le savoir. Les Camerounais doivent savoir que c'est un homme qui n'a jamais rien investi au Cameroun pour les Camerounais. Les Camerounais doivent le savoir. Les Camerounais doivent savoir qu'on est en train de porter un consommateur de drogue, un trafiquant de drogue, un incestueux à la tête de l'État. Voilà la vérité qu'on doit dire aux Camerounais. Voilà la vérité qu'on doit dire. Ce message doit aller partout. Ce message doit aller partout. Un homme qui n'a pas de background politique, un homme qui n'a jamais occupé une fonction d'État, une fonction administrative. Voilà celui-là qu'on va vous imposer comme dirigeant. Voilà celui-là qu'on va vous imposer comme dirigeant. Alors les gars, si vous ne voulez pas que ce pays plonge encore dans 40 ans de misère, dans 40 ans de forfaiture, dans 40 ans de démagogie, vous devez barrer ce gré à gré avec toutes vos forces. Que ce soit M. Ngongo, que ce soit M. Frambia, aucun d'entre eux ne doit accéder au pouvoir. On doit leur barrer la route. On doit chasser tous ces systèmes, tous ces voleurs, tous ces prévaricateurs de la République. Nous devons les chasser. Le Cameroun est devenu le deuxième pays le plus affecté par le corona. Pendant ce temps, ils sont plus occupés à vouloir tripatouiller, traficoter pour s'arroger la succession au pouvoir. La mort des Camerounais ne leur disent rien. Ils demandent aux pauvres Bayam Selam de cotiser 1000 francs pour l'effort de guerre contre le corona. Où est passé l'argent de la canne? Pour les élections, vous avez déboursé combien? Je vais vous donner les chiffres. Il y a même les gens qui l'ont publié là tout à l'heure. Je vais vous publier les chiffres. Alors, voici les chiffres. Hein. Oula, j'ai perdu ça. J'ai perdu. Je vais vous donner les chiffres. Je vais vous dire comment ces gens se foutent de nos gueules. Et si les Camerounais restent inertes, sans rien faire, sans rien dire, ça veut dire que nous sacrifions pour rien. Alors, est-ce que je peux retrouver ces chiffres-là? Un instant. Voilà. Donc, pour organiser les élections, ils ont dépensé 80 milliards de francs CFA. 80 milliards. Pour organiser la mascarade du grand dialogue, qui était en fait le dialogue, ils ont dépensé 10 milliards. 10 milliards. On a vu leurs émissaires venir ici en Europe. Ils ont payé des billets d'avion à certains gens qui ont dit l'opposition de la diaspora pour aller au Cameroun prendre part à cette mascarade. Pour acheter ces fameux ordinateurs jouets, qu'on nous avait dit que 32 gigas égale 500 gigas, ils ont dépensé 75 milliards. 75 milliards. La guerre au Nosso, jusqu'à présent, a déjà coûté 79 milliards. Tout chez eux, c'est en termes de milliards. Hein? 79 milliards. Mais maintenant, lorsqu'il faut combattre le corona, qui est en train de décimer les Camerounais,
On vous dit que les Bayamselam doivent cotiser 1000 francs. Il n'y a pas l'argent. Pour combattre le corona, on vous dit que les Camerounais doivent cotiser 1000 francs. Pendant que le milliardaire chinois, Jack Ma, avait donné, le propriétaire d'Alibaba, avait donné du matériel gratuit, 20 000 tests, sans compter les équipements, pour combattre le corona. Ils sont en train de vendre ces équipements dans les pharmacies. Ils les facturent aux malades. Et ils demandent aux gens de cotiser 1000 francs. Voilà donc les gens qui sont en train de vouloir tripatouiller, manigancer pour continuer la perpétuité de leur pouvoir. Camerounais, Camerounaises, Camerounais, Camerounaises, cette passation de pouvoir de gré à gré ne passera pas devant nous. Elle ne passera pas. Je dis et je répète, vous, des Toudis qui nous suivez, si vous essayez d'entuber le peuple camerounais une fois de plus, nous allons passer au grand barbecue national. Nous allons passer au grand barbecue national. Parce qu'il y en a marre à la fin. Je dis, si vous essayez n'importe quoi pour entuber, parce qu'on sait que Biya n'est plus là dans 3 jours, la vacance du pouvoir sera constatée. La vacance du pouvoir va être constatée dans 3 jours. Si vous essayez de faire la passation de pouvoir, on va passer au grand barbecue national. Ce peuple que vous avez méprisé, vous n'allez pas le reconnaître. Parce que les gars au pays sont prêts. Les gars du Cameroun, même s'il vous faut quoi, levez-vous. Levez-vous. Venez en inbox, même si c'est n'importe quoi. On va se sacrifier. On va se sacrifier. On ne peut pas laisser ces gens nous entuber une fois de plus. Et porter à la tête d'un grand pays comme le Cameroun, avec tous les intellectuels qu'on a, un narcotrafiquant, un homme incestueux, un homme qui n'a jamais travaillé de sa vie, un voleur patenté, un criminel, un assassin. C'est ainsi qu'on doit dépeindre cet homme. Dès ce soir, je veux voir des portraits de cet homme, avec tous ses qualificatifs écrits sur ça. Publié partout. Cet homme, avec les qualificatifs que j'ai donnés, narcotrafiquant, incestueux, prévaricateur de la République, voleur, fainéant, n'a jamais travaillé, n'a jamais rien fait de ses 2 mains. Si vous essayez, nous allons passer au grand barbecue national. Le soya de ça sera braisé. On va braiser le soya. Détrompez-vous. Je dis bien détrompez-vous. Nous sommes prêts. Si vous voulez qu'on fasse les choses comme il se doit, on constate la vacance du pouvoir. Le président de l'Assemblée nationale organise des élections. On réforme d'abord le système électoral. On annule toutes vos histoires de l'ECAM et machin là. On enlève tout ça. On organise des élections. Et le gagnant dirige au Cameroun. Mais si vous voulez nous entuber, on va passer au soya. On va brûler le soya. On va braiser le soya. On va braiser les soya. Que ce soit en diaspora, que ce soit au pays, le soya sera braisé. Ne doutez même pas un seul instant là-dessus. Ne doutez pas un seul instant. Je dis que ce soit au Cameroun ou en diaspora. Le soya sera braisé. En diaspora, au moins 6 pays vont braiser le soya. Je dis au moins 6. Au pays, ce sera le grand barbecue national. C'est nous qui vous disons ça. C'est nous qui vous disons ça. Alors vous arrêtez vos manigances là. Vous arrêtez ça tout de suite. Vous arrêtez vos manigances là tout de suite. On a l'œil sur vous. On vous observe. Votre petit balai entre vos mains Aïtoudi, on connaît. On vous a déjà dit que Aïtoudi, là où vous vous levez, c'est là où nous on dort. Là où vous vous levez, c'est là où on dort.
Donc on est au courant de tout ça. Et si un seul cheveu, je dis bien si un seul cheveu, cherche son frère sur la tête du président élu, Wallahi bisimilahi, le barbecue de ça sera le triple. Si un seul cheveu cherche son frère sur la tête du président élu, le barbecue de ça, ce sera le triple. On vous a déjà trop laissé. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On vous a déjà trop laissé. 40 ans, on vous a laissé le pays. On vous a laissé tout. On vous a laissé les institutions. On vous a laissé les compagnies. On vous a laissé tout. Mais maintenant, là, le tout si, hein, le Mougou Hawaii, le tout si, le Mougou Hawaii, tentez votre mamie Pima. C'est le barbecue. J'ai dit le grand frère du barbecue. Je jure la main sur le réservoir d'un Bangando. Je mets la main sur le réservoir d'un Bangando. C'est le barbecue. Tentez votre mamie Pima. We go show you say, quand Fanobi bonbon. Il y en a marre à la fin. Après que le corona ait fini de tuer les Camerounais, vous allez venir vous asseoir et vous attribuer le pouvoir. Vous n'êtes même pas foutu de combattre ce corona. Vous laissez les Camerounais meurer comme les mouches. Parce que les Camerounais, ce n'est que le début. Hein. Dans les 3 prochaines semaines, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir, les Camerounais vont mourir comme les mouches. Pendant ce temps, ils sont dans les tractations pour s'attribuer le pouvoir. We go show you. On va vous montrer ça. Bande de voleurs. Dans tous les pays du monde, on a vu les stars nationales et internationales donner de l'argent dans l'effort de lutte contre le corona. Hier encore, j'écoutais la radio ici. Bruno Mars a donné 10 millions de dollars pour payer les salaires des gens qui sont empêchés d'aller travailler. Notre part de star national, qui avait dit qu'il est le footballeur le plus riche d'Afrique, il est où? Qu'est-ce qu'il a dit depuis que le corona a commencé? Il a montré même aux gens comment on lave les mains. Je vous rappelle, Didier Drogba, en Côte d'Ivoire, était le premier à sortir pour commencer la sensibilisation. En Côte d'Ivoire, Didier Drogba était le premier à sortir. Pamboma, tu es où? Quand c'était les affaires des caleçons des femmes, tu étais le premier. On t'entendait partout. Pour aller amener Ahmad et dire que le Cameroun est prêt pour la Coupe d'Afrique, tu étais le premier. Depuis que les Camerounais meurent, tu es où? Ton quartier Nebel où tu dis que tu as grandi là, ce sera l'hécatombe. Tu as donné les savons là-bas. Tu as donné les savons pour que les gens lavent les mains. Tu as donné les savons. Tu as parlé même pour sensibiliser les gens sur le corona. Même si tu ne donnes rien, au moins si tu montres même l'exemple. C'est en ces temps de crise qu'on veut voir les leaders, le leadership. Pas de se mettre devant et de dire moi je suis le plus grand footballeur de tous les temps. Je suis ceci, je suis cela. Le peuple a besoin, c'est ce peuple qui a fait de toi ce que tu es. C'est ce peuple qui a fait de toi ce que tu es. Tu as montré aux gens comment on lave les mains. Pris seulement pour que l'histoire là n'arrive pas. Parce que quand ça va entrer dans Neubel, je ne sais pas si la barrière que tu as construite pour protéger tes parents va aussi protéger Corona. Parce que Corona n'a pas de barrière. Ça va toucher. Ça va toucher. Ça va toucher. Ça va toucher. Tu as compris, non? Ne prenez pas vos responsabilités. Ne prenez pas vos responsabilités. Continuez d'utiliser le peuple comme du bétail. Continuez d'utiliser. On t'a laissé, on est parti boycotter les petits artistes. Les artistes qui n'ont même pas 3 000 € à la fin d'un petit concert. C'est eux que les gens partaient boycotter. Alors que toi, tu as mangé l'argent du Cameroun. Tu as utilisé le nom du Cameroun. Oui, tu avais le talent. Mais les autres utilisent leur talent pour faire un bien dans la société. T'as pas de talent, ça t'a servi à quoi? T'as pas de talent, ça t'a servi à quoi? Le quartier Neubel serait même déjà l'un des quartiers les plus développés à Douala. Mais non.
Toujours dans des histoires qui n'ont pas de sens. Quand là où on t'attend, tu n'es pas. Là où on t'attend, on attend que tu montres l'exemple. Tu n'es pas. Même seulement laver les mains, montrer aux gens comment on lave les mains. C'est vous les influenceurs d'opinion. C'est à cause de toi que ces élections avaient tourné un genre. Parce que si tu sortais en 2018, tu disais la vérité aux Camerounais que ouais, vraiment j'aime mon pays, mais mon pays n'est pas prêt. L'affaire ne devait pas tourner comme ça. Mais tu es sorti, tu nous as dit que c'est ton père et que tu le soutiens parce qu'il te reçoit toujours au palais. Jusqu'à mener Ahmad Ahmad. Après la crise de Corona, chacun va chercher là où il va mettre sa tête. J'ai dit que vous allez chercher là où vous allez mettre vos têtes parce que le pays là ne sera plus le même. Le Cameroun ne sera plus le même après Corona. C'est moi qui vous dis ça. Le Cameroun ne sera plus le même. Tous les pays du monde seront changés parce que les populations sont en train de souffrir. Au UK, nous sommes déjà à près de 1800 morts. C'est une hécatombe qu'on a. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ce qui se passe là. Tous les jours, tu pars à l'hôpital, c'est la mort. Tu es déprimé même. Les collègues fuient derrière le travail. Tu restes comme ça, tu te demandes que ça, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gens se lèvent, tous les footballeurs ici ont fait la campagne. Parce qu'ils sont écoutés, ils sont suivis, ils ont beaucoup de followers. Ils ont dit aux gens, restez chez eux, lavez les mains. T'as pas de campagne ou pas? T'as pas de campagne où? La vérité sortira. Ce peuple se lèvera et vous serez vaincus. Donc les gars, je vais vous quitter parce qu'il faut bien qu'on passe à autre chose. Vous savez, moi je n'aime pas les longs lives de 3 heures, 4 heures de temps. Comme je crie parce que je me donne entièrement quand je vous parle. C'est comme ça que je me fatigue aussi vite. Donc, je vais vous laisser, vous allez aller suivre les informations. Mais le message que je voulais vous passer ce soir, 1, restez vigilants face au gré à gré. Restez vigilants. Moindre chose, barbecue. 3, faites circuler partout qu'on veut installer au Cameroun un trafiquant de narcotiques et un incestueux. C'est ce message-là qui doit circuler. Qu'on veut mettre un trafiquant de narcotiques comme président au Cameroun et un incestueux. Que tout le pays soit averti de cette histoire et soit au courant. Et donc, voilà, demain, je vous avais promis une page pour les activités que nous menons pendant le confinement. Je vais vraiment m'atteler à ce travail ce soir avec les Amazones. Et d'ici la fin de la semaine, au plus tard, nous aurons la page sur pied. Vos vidéos, vos photos, tout ce que vous faites avec les enfants. J'ai vu les challenges par Camto, tout ça. Venez mettre, on va s'amuser, on va se distraire, on va perdre le temps en attendant que Corona passe. Mais sachez que dès que Corona finit, les vraies choses vont commencer. C'est-à-dire la bataille pour éviter le gré à gré sera intense. Ne perdez jamais ça de vue. Toutes ces petites distractions qu'on nous amène là. Oh, le couple tel a fait ceci. Oh, tel autre. C'est des distractions. Je vous ai déjà expliqué ici que tous ces écancres là, c'est des gens qui sont payés pour distraire, pour vous détourner de l'objectif. Regardez Amer Kamer. Quand on commençait la révolution, il traînait derrière Nango, il n'était rien. Regardez comment il vit aujourd'hui. On le paye pour faire ce travail. Et donc, tous ces gars-là ont compris qu'il y avait le réseau. Tout ce qu'ils font, ils sont payés pour vous distraire. Donc, ne vous perdez pas dans les distractions. Restons concentrés. Focus sur le gré à gré. On va barrer la route à ce gré à gré. On barre la route au gré à gré. Et on publie le message partout qu'on veut installer un trafiquant de drogue comme président du Cameroun. Et nous, on ne veut pas de ça. Donc, merci les gars. C'était Sandy, votre humble servante. Et voilà, on se prend sur Equinox. Bonne soirée à vous. Le combat continue. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Le grand barbecue national. En cas de gré à gré, le grand barbecue. La patrie ou la mort,
nous vaincrons. Merci.